Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au Centre de formation professionnelle de Sénou pour ce numéro de Malikoura Tassira, fruit de la coopération sino-malienne. C'est un des fleurons, en tout cas une structure phare du dispositif national de formation professionnelle. La formation professionnelle, un des leviers sur lesquels s'appuient nos autorités pour résoudre l'épineuse question de l'emploi, surtout de l'emploi des jeunes. Un emploi stable et bien rémunéré, c'est bien ce qui préoccupe le plus grand nombre de jeunes maliens. Comme solution aujourd'hui à la question de l'emploi ou, si vous préférez, du chômage, nos autorités misent également et surtout sur l'entrepreneuriat, notamment celui des jeunes et des femmes. Et si la jeunesse est au cœur de toutes les préoccupations, c'est bien parce qu'une jeunesse désœuvrée n'est plus ni moins qu'une bombe sociale. Promotion et développement de la culture entrepreneuriale, facilitation de l'accès aux sources de financement et aux marchés publics au profit des jeunes entrepreneurs, définition de la politique d'emploi et de lutte contre le chômage et le sous-emploi, développement de la formation professionnelle, autant de missions confiées à Madame le ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle. Oumou Salsek, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Yaya. Bienvenue donc sur le plateau de Malikoura Tassira. Merci de nous accueillir ici au Centre de formation professionnelle de Sénou et de vous prêter à nos questions. Je vous remercie. Et avec moi pour vous interroger, Sekou Gadigo de Studio Tamani. Bonsoir Sekou. Bonsoir Yaya, bonsoir Madame le ministre. Merci beaucoup. Alors, et pour commencer, nous allons proposer, Madame le ministre, à nos téléspectateurs de suivre un condensé des activités menées ces derniers temps par votre département. C'est un reportage signé Barakissa Ouattara. Madame Oumou Salsek, ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle, le bilan de ces 6 premiers mois à la tête du département. Ce bilan s'inscrit dans la mise en œuvre de la stratégie nationale d'entrepreneuriat, du plan d'action du gouvernement, de la SNED 2024-2033 et des politiques nationales en matière d'emploi et de formation professionnelle. Durant cette période, plusieurs actions majeures ont été réalisées, notamment l'élaboration de la stratégie nationale de l'entrepreneuriat et son plan, la sensibilisation des milieux de jeunes, l'accompagnement à la création de centaines d'entreprises et le mentorat d'entrepreneurs financés. Sur le plan de l'emploi, un projet à impact rapide a été élaboré pour les jeunes et les femmes des 19 régions et du district de Bamako et le projet FIER 2 a été opérationnalisé pour toucher 60 000 jeunes ruraux. En matière de formation et d'insertion, des milliers de jeunes ont été placés en stage ou formés avec des remises de kits, l'ouverture de centres de formation professionnelle à Sikasso et Markala et la certification de nombreux apprenants. Des bourses à l'étranger ont été octroyées, des migrants formés et des personnes en situation de handicap accompagnées. Le programme Participe est en cours pour former et insérer 4000 jeunes. Le ministère a également mené plusieurs missions de terrain dans des régions tout en préparant les grandes perspectives, notamment la réhabilitation et la construction de centres de formation professionnelle dans plusieurs localités, l'organisation d'événements nationaux et internationaux sur l'emploi et l'entrepreneuriat et la formation de 6 396 jeunes en 2025. Des programmes spécifiques ont aussi été développés pour les diplômés et formés en langue arabe ainsi que pour les zones affectées par les crises. Enfin, plusieurs réformes structurantes ont été engagées. Alors, Madame le ministre, la structure qui nous accueille aujourd'hui est donc un maillon essentiel, je disais, de votre dispositif de formation professionnelle, le CFP de Sénou. C'est quoi comme structure? Qui est-ce qu'il accueille et à quoi est-ce qu'il forme? Merci beaucoup, Monsieur Yaya. Nous sommes aujourd'hui effectivement au Centre de formation professionnelle Sénou. Un centre qui, à l'instar des 18 autres centres dont dispose le Mali en termes de centres publics, ici nous formons des jeunes, nous formons des femmes dans au moins actuellement 13 filières de métiers. Déjà, la loi qui crée ce centre prévoit 11 filières.
Et parmi ces filières, nous pouvons citer le carrelage, la plomberie, la peinture, habitat, comme on peut dire, d'habitation. On peut citer la photovoltaïque, on peut citer beaucoup d'autres métiers qui sont aujourd'hui d'actualité dont le marché du travail a besoin. Alors, ce centre dispose d'environ une trentaine de personnels et avec au moins une vingtaine de formateurs. Il a aujourd'hui en présence à peu près 500 jeunes. Dont certains, une centaine est en train d'apprendre la langue pour aller étudier très bientôt en Chine parce que nous offrons aussi des bourses en partenariat avec nos partenaires. Et en parlant de bourses, on parle aussi pas que seulement de la Chine, on parle de la Tunisie, on parle du Maroc et cela pas forcément dans ce centre, mais avec le FAFPA et nos autres structures. Alors, Madame le ministre, il fut un moment où pour trouver le bon plombier, le bon carreleur, il fallait chercher le Togolais, le Béninois, en tout cas des ressortissants de la sous-région. Est-ce que ce problème est résolu aujourd'hui au Mali? Pas du tout, Yaya, mais nous sommes en train de faire face à ces défis. J'ai lancé ici un programme de formateurs. Donc, et cela en collaboration avec nos partenaires et à travers encore le FAFPA. Et je pense que cette formation de formateurs, de 40 formateurs, le problème n'est pas résolu, mais beaucoup a été fait. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, nous mettons l'accent sur la formation de qualité et dans ces domaines pour avoir, n'est-ce pas, les compétences qu'il faut. Il ne faut plus que le Mali aille chercher ses compétences en dehors de ses frontières. Et cela m'amène à vous parler un peu de ces centres de formation professionnelle et ce qui est prévu par le gouvernement de transition. Et déjà cette année, nous avons décidé de réhabiliter parmi ces 18 centres, 6, donc les plus aujourd'hui délabrés, si je peux m'exprimer ainsi, qui n'ont pas le matériel adéquat pour répondre à ces questions exigeantes de la formation. Et parmi ces centres, je vous dirais que c'est à Fana, c'est à Badjougou-Djoliba, c'est à Djoila, c'est à Kemparana, c'est à Yanfola, entre autres. Mais élargir, n'est-ce pas, au-delà de la réhabilitation, du renforcement en équipement de ces centres existants déjà, nous sommes en train d'élargir la construction de centres modernes à d'autres régions. Madame le ministre, vous l'avez dit tantôt, il y a plusieurs centres de ce genre à travers le pays. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous dire quel a été l'impact, sinon quels ont été les impacts de ces centres-là sur le chômage, la question du chômage? Au premier trimestre déjà, je peux vous dire que nous avons pu créer au moins 12 000 emplois. Parce que nous avons les données, et ce sont des données vérifiables de l'ONEF, donc l'Observatoire national de la formation professionnelle et de l'emploi. Donc nous n'avons pas encore les données du deuxième trimestre, nous les aurons en fin de deuxième trimestre. Et c'est vrai qu'il y a eu plus de 700 emplois perdus, mais à la date d'aujourd'hui confirmée, nous avons créé au moins ces 12 000 emplois. Au-delà de cela, nous avons des projets-programmes qui sont en cours pour répondre, n'est-ce pas, à ces exigences, là où même on ne dispose pas de centre de formation professionnelle. Et le président, sous son initiative, nous a instruit d'élaborer un programme à impact rapide. Ce programme à impact rapide dont le coût est d'à peu près 6 milliards va s'étendre sur les 19 régions.
Et nous sommes en collaboration sur ce programme, en tirant des leçons bien sûr de tous les autres programmes, en collaboration avec des banques. Et pour chaque région, nous avons tenu compte des besoins en formation, des besoins en emploi, les besoins des populations pour pouvoir l'élaborer. Et aussi, je dirais que ce programme va toucher au moins 50%. C'est 50-50. Donc 50% hommes, 50% femmes. Et aussi, ça va s'étendre, ça va aller de 15 ans à 50 ans. Et contrairement aux limites très souvent au niveau de notre espace, tous les projets en général commencent à 15 ans et se limitent à 35 ans. Et nous avons aussi d'autres projets que nous avons lancés. Je crois que l'ORTM est notre meilleur témoin, le FUR 2. Et, qui a un coût de 59 milliards, un peu plus, et qui est en cours, n'est-ce pas, de réalisation et qui va toucher 60 000 jeunes, surtout dans les zones rurales. Nous avons d'autres projets pour dire que les tout-petits, là aussi, c'est une initiative du personnel du président de la transition. L'élaboration, ça a été déjà élaboré. Un projet de centre de formation professionnelle d'éducation pour les enfants en situation de précarité. Et il va aussi coûter au budget national à peu près 7 milliards, donc 6 milliards et poussière. Et nous sommes en train nous l'avons finalisé, nous attendons juste certains réglages au niveau des hautes autorités pour que cela se fasse. Beaucoup d'autres projets, programmes vraiment sont en cours. Et je voulais rappeler ici que tous ces chiffres ont été possibles et toutes ces réalisations, entre autres, ont été possibles grâce à nos structures. Donc, pour ne pas vous dire que nous avons, au niveau de l'ANP, au niveau du FAFPA, au niveau de l'APEJ, au niveau même plus haut des centres de formation professionnelle dont j'ai parlé, nous avons un centre de reconversion qui, par exemple, est logé au niveau de l'ANP. Nous avons l'atelier école de Caille où nous formons aussi des jeunes en voie qui cherchent à aller en immigration ou de retour, n'est-ce pas, d'immigration, et où nous formons toutes catégories de la société civile, par exemple de la population, je voudrais dire les handicapés. Donc, plus loin, vous avez constaté que nous avons commencé des missions de région. Nous avons déjà visité Caille, Sikasso, Gao et Tombouctou. Et partout où nous irons, nous lançons des projets, nous clôturons certains, nous appuyons, n'est-ce pas? À Gao, par exemple, il y avait l'opération permis de conduire, il y avait l'inauguration des centres d'orientation jeunes. On va vous faire revenir certainement sur les chiffres du chômage et de l'emploi, Madame le ministre, mais je vous propose qu'on parle quand même concrètement de votre politique de formation professionnelle et du rôle que cette formation professionnelle, de la place que vous lui donnez concrètement dans la résolution des questions de chômage au Mali. La formation professionnelle a un rôle central. Nous savons qu'aujourd'hui, sur le marché du travail, c'est au moins par an 300 000 jeunes demandeurs d'emploi. Et par an, seulement 50 000 emplois sont créés. Ça, ce sont des chiffres réels. Vous voyez un peu le décalage. Et pour réduire ce fossé, je pense que c'est ce que nous sommes en train de faire en boostant vraiment ce secteur. Construire des centres de formation, réhabiliter ce qui existe, qui ne répondent plus aux normes et aux besoins, et créer, élaborer et financer ces projets pour pouvoir donner une alternative à ces jeunes. Donc les centres de formation professionnelle, c'est aussi récupérer ces jeunes-là qui aujourd'hui ont en poche des diplômes, mais qui n'ont pas d'emploi, qui peuvent très bien vivre et contribuer à l'économie nationale, à l'économie d'abord locale, subvenir à leurs besoins
à partir d'une formation, des kits d'insertion que nous distribuons pour la plupart d'entre eux, des jeunes qui ont été formés, mais aussi de l'orientation que nous apportons à travers nos services décentralisés. Pratiquement toutes nos structures sont représentées dans toutes les régions du Mali, offrent les mêmes services et avec beaucoup de compétences et de disponibilité. Mais quand vous parlez par exemple de ces jeunes qui empochent des diplômes sans pouvoir autant avoir un emploi, qu'est-ce que vous proposez par exemple à un diplômé de l'université qui n'arrive pas à s'insérer? Qu'est-ce que vous lui proposez concrètement? De venir dans un centre de formation professionnelle, d'apprendre un métier? Et il a le choix. Il y a les centres de formation professionnelle. Ce jeune-là, au-delà de la formation, nous pouvons même l'accompagner à décrocher un emploi. Je vous ai parlé du centre de reconversion qui est au niveau de l'ANPE et qui aujourd'hui reçoit des jeunes, n'est-ce pas, et pour peut-être les préparer à aller à trouver un emploi, mais au niveau même de l'ANPE, ils peuvent se faire enregistrer au-delà de ce centre de reconversion, parce qu'effectivement ce centre de reconversion forme beaucoup plus des jeunes qui ont déjà un emploi, surtout dans les brevets de banque, pour pouvoir les accompagner, améliorer les capacités des banques. Mais au niveau même de l'ANPE, ces jeunes doivent s'inscrire parce que l'ANPE fait de l'intermédiation. Et seulement pour cette année, il y a eu plus de 1000 jeunes qui se sont inscrits. Pour le premier trimestre, 400 et quelques qui ont déjà eu de l'emploi. Et il y a eu plus de 700 offres d'emploi. Donc ça veut dire que ceux qui cherchent aussi à recruter passent par cette plateforme pour pouvoir offrir, déposer leurs demandes d'offres et pouvoir recruter selon les CV disponibles enregistrés à ce niveau. Donc ça, c'est vraiment pour ceux qui ne veulent pas aller vers la formation professionnelle. Mais je pense qu'aujourd'hui, la formation professionnelle fait nourrir son homme. Et quand nous voyons tous les grands pays qui aujourd'hui s'imposent par leur économie, quand on prend l'Allemagne, on prend même certains pays africains qui sont sur cette voie, c'est par les métiers, c'est par la formation professionnelle. Et je reviens là-dessus, le président de la transition y veille et tient à ce qu'aujourd'hui, la formation que nous offrons puisse être adaptée aux besoins du marché. Alors, Madame le ministre, une chose est d'être formé, une autre chose est de pouvoir décrocher un emploi après la formation. On constate aujourd'hui que beaucoup de jeunes, après les centres de formation, les grandes écoles, sont abonnés au chômage. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez une politique, vous avez une vision dans ce sens pour pouvoir, en tout cas, réduire cette situation dans le pays, le fait que les jeunes, après la formation, n'arrivent pas à décrocher un emploi? Je pense qu'il y a une précision importante qu'il faut faire. Mon département crée des opportunités d'emploi. L'emploi, il est partout. Et quand on prend aujourd'hui les chiffres entre public et privé, le public ne crée pas plus de 10% d'emplois. Nous créons les opportunités d'emploi. Pour avoir un emploi, il faut être déjà formé. Et nous, notre formation ne se limite pas à ceux seulement qui ont peut-être un niveau d'éducation élevé, même à ceux-là qui n'ont aucun niveau peuvent vraiment apprendre parce que c'est de l'apprentissage. C'est vrai que même dans ce centre et beaucoup de nos centres, nous appliquons ce qu'on appelle la formation duale. Donc il y a la pratique, il y a la théorie. Et en parlant de ça, nous formons des jeunes, par exemple, sur les chantiers écoles. Nous formons des jeunes de tous bords, y compris des jeunes déplacés. Il y a 125 qui sont sur le chantier Yirimadio. Actuellement, vous pouvez les visiter. Et parmi ces 125, une bonne partie est formée ici aussi. Donc pendant qu'ils travaillent, ils y gagnent bien sûr quelque chose. Et notre souhait, c'est de pouvoir doter tous ces jeunes-là de kits. Au moins avec la formation, un kit, ils peuvent travailler à leur compte en attendant bien sûr peut-être d'avoir
un emploi plus stable. Alors, parlons donc de ces chiffres de l'emploi qui, par moments, font polémique. Madame le ministre, qui est considéré finalement comme chômeur au Mali? Combien sont-ils et quel est globalement l'état des lieux? Question pertinente. Déjà, pour parler de chômage, j'aimerais bien qu'on se rappelle qu'aujourd'hui, les critères se définissent à plusieurs niveaux. Nous avons les critères du BIT, nous avons les critères de notre espace IMOA, et on peut considérer aujourd'hui que le Mali est à 70% rural. Et la ruralité du chômage et de l'emploi, les chiffres dont nous disposons aujourd'hui dans le milieu rural est de 2,4%. Et dans le milieu urbain, 9,00%. Aujourd'hui, on a constaté que ces politiques vraiment ont atteint leurs limites. Que ce soit la politique de formation professionnelle, que ce soit la politique nationale de l'emploi. On a décidé tout simplement de les évaluer. L'évaluation a été faite depuis seulement un mois. Elle est en cours, les deux politiques, elle est en cours d'approbation et nous comptons rapidement élaborer des nouvelles politiques qui vont vraiment prendre en charge les besoins réels et répondre à ces questions. Alors, Madame le ministre, la question de l'emploi est une problématique de sécurité nationale, surtout chez les jeunes et les femmes. Qu'est-ce que votre département propose comme solution face à ça? Je vous ai parlé de FIER. Je vous ai parlé de ces 59 milliards. C'est quand même très important. C'est sur budget national, c'est avec le FIDA, mais c'est un prêt. Et je vous ai parlé de 60 000 jeunes que cela va concerner, dans tout, sur des jeunes ruraux. Et aujourd'hui, on ne peut pas faire l'économie de ne pas associer les questions de formation, d'emploi et de sécurité. C'est un défi réel qui nous interpelle et sur lequel nous sommes en train de travailler. Je vous ai tout de suite parlé de ce centre d'éducation et de formation professionnelle, Seconde Chance, qui va concerner ces jeunes en situation de précarité. Ils sont autour de nous, dans les rues, devant les mosquées, dans les espaces publics, même dans les poubelles, à fouiller les poubelles pour pouvoir y vivre. Le président a trouvé que cela n'est pas juste, que si nous devons nous occuper des jeunes, nous devons aller plus bas pour préparer des jeunes meilleurs pour demain. Donc c'est pour ça que nous commençons à aller un peu plus bas, parce que c'est pour la première fois que ce genre de centre va être construit, équipé. Alors, Madame le ministre, beaucoup de nos concitoyens ont perdu leur emploi suite au retrait de certains partenaires, mais aussi suite à la suspension des activités de certaines ONG. Qu'est-ce que vous envisagez pour ces jeunes hommes et ces jeunes femmes? Sinon, qu'est-ce que vous entreprenez déjà pour ces personnes-là? Par rapport à cette question, nous ne sommes plus dans la vision, mais dans l'action. Dès qu'il y a eu ce retrait, le gouvernement de transition a réfléchi à les accompagner. Et ces jeunes qui se sont organisés en association ASLAM, à travers notre département, nous avons reçu des instructions pour pouvoir alléger déjà les encours qu'ils avaient au niveau de deux banques de la place, la BNDA et la BDM. Et des réunions régulières se tiennent avec nous et nous avons pu, donc le gouvernement a pu convaincre les banques. Et au niveau de la BNDA, il y avait un peu plus de 800 millions d'encours, sur lesquels, à la date de février, quand nous avons fait le dernier point, plus de 612 millions ont été remboursés. Et au niveau de la BDM, c'est là où il y avait, le montant était encore plus consistant, c'est plus de 3 milliards. Et sur les 3 milliards,
1,9 milliard ont été remboursés. Et la plupart de ces jeunes, sinon de ces fonctionnaires qui travaillaient à ce niveau, certains ont rejoint les postes parce que certains étaient des fonctionnaires qui avaient pris une disponibilité, d'autres ont déjà reçu un emploi. Mais néanmoins, le gouvernement de transition a décidé de continuer à les accompagner pour vraiment apaiser leur peine, si on peut s'exprimer ainsi. Et ces jeunes aussi ont accès, comme tout autre jeune du Mali, à tous ces projets qui existent. Je vous ai parlé de certains projets fiers avec les 60 000 jeunes dans les zones rurales qu'il faut accompagner, formation, insertion et tout ce qui s'ensuit. Et il y a aussi le programme Participe qui aussi accompagne 4 000 jeunes. Au-delà de l'accompagnement de ces 4 000 jeunes, il y a des entreprises aussi qui vont être accompagnées, soutenues, des PMI qui vont aussi être sélectionnées, accompagnées et soutenues. Et toutes ces informations, pour y accéder, existent au niveau de toutes les régions, à travers nos départements, soit ici à Bamako, auprès de l'ANPE, auprès de l'APEJ, auprès de la coordination, n'est-ce pas fier, parce que nous avons des coordinateurs, des responsables de certains projets et programmes. Et donc ces informations sont disponibles aussi au niveau régional auprès de nos structures régionales. Pour dire que même par rapport aux projets qui existent peut-être ici, si vous avez besoin d'une information, c'est vraiment une dynamique d'esprit d'équipe. Vous pouvez les avoir que soit au niveau du FAFPA concernant l'ANPE ou bien au niveau de l'ANPE concernant la PEJ, parce que c'est la même équipe, c'est le même département, c'est la même vision et le même engagement. Madame le ministre, en termes de réinsertion, on va dire concrètement, parce qu'il y a ceux qui sont restés sans emploi après le départ de la MINUSMA, il y a aussi ceux qui travaillaient dans les ONG. En termes d'action pour la réinsertion, pour la recherche d'emploi pour tous ceux-ci, est-ce que vous avez quand même pu faire quelque chose? Nous avons déjà démarré un projet qui aura un coût de 12 milliards. C'est avec notre partenaire Union européenne. Il porte sur l'emploi et l'insertion des jeunes. Au niveau de toutes nos structures, par rapport à la PEJ, par rapport à l'ANPE, au niveau du FAFPA, et au-delà de ces projets, les jeunes doivent se présenter. Ils doivent se présenter, comme je dis, pour s'inscrire, pour exprimer leurs besoins. Parce qu'au-delà, comme je dis, c'est toute une chaîne chez nous. Il y a non seulement la formation, il y a l'insertion avec la remise de kits. Des fois, nous donnons un cash à Gao. C'est du cash que nous avons donné à la majorité de ces jeunes qui ont été formés, des chèques, en plus des kits. Autre chose qui est très important, nous avons des filières avec lesquelles nous travaillons. Et la Chambre des métiers, la Chambre d'agriculture, le Conseil national du patronat, ce sont vraiment eux qui offrent aujourd'hui de l'emploi. Et nous avons vraiment des collaborations très poussées et très étroites, de longue date, que nous sommes en train de renforcer davantage. En parlant d'emploi, d'insertion, de formation, il faut aussi rappeler ces jeunes diplômés, parce qu'on en a parlé tout de suite, vous m'avez posé la question, qui se promènent en poche avec leurs diplômes qui n'ont pas d'emploi. Vous savez, un des critères aussi qui bloque l'accès à l'emploi, c'est l'expérience. Et le gouvernement du Mali, depuis des années, a une politique d'accompagnement en stage de formation professionnelle, mais aussi en stage de qualification. Et pour la formation professionnelle, vous avez constaté qu'en janvier, le 13 janvier 2025, le président, son Excellence Assimi Goïta, a remis un chèque géant de 1,30 milliard pour ces jeunes du 13e contingent qui venaient juste de terminer leur stage. Et un mois après, nous avons lancé le 14e contingent pour un montant de plus de 900 millions, budget national,
Ce sont des fonds budget national. Et ces jeunes-là, la date du 2 mai 2025, tous 2500 jeunes ont rejoint leur poste de stage. Donc nous sommes actuellement dans le suivi pour vous dire que tous ces centres de formation professionnelle que nous devons réhabiliter pour 2025, celui de Mopti, dont tout est OK, les fonds sont sécurisés, c'est sur budget national et ça va coûter au budget national 34 milliards de francs CFA. Sikasso et Markala étaient dans la même situation. Markala, c'était en février 2025. Je suis allée pour l'inauguration de ce centre aussi, qui dispose déjà de l'essentiel pour pouvoir accueillir ces jeunes, mais inachevés. Et quand j'en ai parlé au président de la transition, il me dit, mais si le partenaire est parti, le Mali est là. Et pour chacun de ces centres, 2 milliards. Non seulement nous allons terminer les travaux, tout est fin prêt, OK, nous allons équiper davantage et nous sommes à la recherche, juste pour ces 2 centres, de quoi pouvoir les rendre autonomes en termes d'énergie solaire. Mais pour les 6 autres centres que j'avais cités tout à l'heure, non seulement ils seront réhabilités, équipés avec vraiment du matériel moderne, mais ils auront en plus l'énergie solaire pour que dans ces petits villages, petits coins, qu'en permanence, le centre puisse tourner. Maintenant, autre innovation, c'est que ce soit Markala, Sikasso ou Mopti qui va être construit, il y aura l'internat. Nous prévoyons entre 150 lits et 200 lits. C'est une première. C'est pour vous dire que la formation aujourd'hui, l'emploi et même tout ce qui nous concerne, l'entrepreneuriat, occupe une place de choix dans les priorités des plus hautes autorités de la transition. Alors, Madame la Ministre, je vous propose qu'on s'arrête de façon brève sur 2 couches particulières, les personnes en situation de handicap et les migrants de retour. Quel dispositif pour ces 2 couches? Déjà, par principe, et c'est une exigence de nos plus hautes autorités, tous nos projets prennent en compte les personnes vivant avec un handicap. Que ce soit par rapport à l'insertion, à la formation. Nous avons eu à former même en permis de conduire parce que nous avons aussi une opération permis de conduire. Ici, à Bamako, à Gao, à Tombouctou, et ça va s'étendre sur le reste du pays, les handicapés sont concernés. Que ce soit les projets dont j'ai cité, ils ont un pourcentage spécifiquement dédié à cette catégorie de notre population qui mérite solidarité et attention particulière. Les migrants, ici même dans ce centre de formation professionnelle à Sénou, nous avons eu à recevoir 40 jeunes de retour. Et sur demande du ministère des Maliens de l'extérieur, nous avons formé ces jeunes-là ici. Et nous le faisons aussi avec nos structures. Et à Caille, par exemple, où nous devons lancer au moins 350 jeunes avec, au niveau de l'atelier école de Caille dont je vous ai parlé, avec l'ANP et en partenariat avec nos partenaires, l'OIM par exemple, avec lequel nous travaillons beaucoup sur ces questions. Et nous avons d'autres projets qui sont pas dans les tiroirs, mais qui sont vraiment en cours d'élaboration. Et je pense que par rapport à ce que nous avons ouvert comme chantier pour 2025, il y en a suffisamment. Et je peux confirmer que mes équipes sont très engagées. Et nous sommes là-dessus pour pouvoir répondre vraiment aux attentes de ces populations et à la fin de l'année qu'on puisse honorer les engagements de nos plus hautes autorités en termes de formation, en termes d'emploi, de création d'opportunités d'emploi et en termes d'entrepreneuriat national. D'accord. L'autre levier, Madame le Ministre, sur lequel vous misez pour résoudre les questions d'emploi, c'est bien évidemment l'entrepreneuriat. C'est peut-être d'ailleurs le premier à en juger par l'intitulé de votre département. Pourquoi aujourd'hui faire le pari de l'entrepreneuriat pour résoudre la question du chômage des jeunes? Je crois que cette volonté politique des hautes autorités de la transition n'est pas gratuite.
On ne peut pas aujourd'hui parler de création d'emplois et même de formation sans penser à l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat, vous savez que c'est surtout privé. Et notre économie, en bonne partie, selon les statistiques, repose sur le commerce, donc sur ces échanges. Et aujourd'hui, nous voyons dans le dispositif malien beaucoup de jeunes entrepreneurs, femmes et hommes, qui réussissent, qui créent des emplois, qui créent de l'économie, qui participent vraiment en termes de finances, à la fiscalité, à beaucoup d'autres choses. Et je crois que nous avons toujours été interpellés sur ces questions. Donc depuis 2022, effectivement, l'entrepreneuriat a été créé, ajouté à ce département, aux missions de ce département. Mais nous avons été instruits à élaborer une stratégie nationale de l'entrepreneuriat, ce qui fut fait, et avec son plan d'action, et qui va coûter aussi 20 milliards, un peu plus de 20 milliards de francs CFA. Mais nous avons, en réalité, ce financement va reposer en majorité sur le budget national qui déjà a validé notre stratégie et le plan d'action, et aussi une partie sur le privé, en parlant encore des opportunités que nous offrent les privés, et aussi avec nos partenaires techniques et financiers. Et d'ailleurs, ONIFAM nous a beaucoup accompagnés sur l'élaboration de cette stratégie et compte encore nous accompagner sur sa mise en œuvre. L'OIT, récemment, nous étions à Genève, nous avons négocié avec eux, c'est un partenaire qui nous accompagne sur les projets IMO. Aujourd'hui, au lieu que ça soit par secteur, ça va être on aura une stratégie sur l'ensemble du territoire en termes d'IMO, mais aussi ils vont nous accompagner sur la mise en œuvre de la stratégie nationale, entre autres. L'entrepreneuriat va réduire considérablement, n'est-ce pas, le chômage. Déjà, nous travaillons, nous accompagnons les entrepreneurs. Ils sont formés à travers nos structures, ils sont appuyés, ils sont conseillés, mais nous voulons aujourd'hui, l'État veut aujourd'hui en faire, n'est-ce pas, une des priorités, et aussi avoir des données fiables, avoir des outils, des mécanismes pour pouvoir aujourd'hui penser à nos entrepreneurs. Parce que nous voulons aussi avoir des champions, des milliardaires chez nous, comme ça a été fait dans d'autres pays. Alors vous l'avez dit, l'État veut faire de l'entrepreneuriat une des priorités. Vous l'avez dit aussi, beaucoup de jeunes, de femmes entreprennent et réussissent. Mais il y en a aussi qui échouent et qui hésitent même à se lancer dans l'entrepreneuriat, notamment des Maliens de la diaspora qui disent qu'ils sont confrontés à beaucoup de difficultés. Ils n'ont pas de facilité lorsqu'ils veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Est-ce que c'est exact? C'est exact. Je ne vais pas vous dire le contraire. Parce que chacun évalue la situation par rapport à ses conditions de vie. On était à Genève récemment, nous avons rencontré les entrepreneurs de la diaspora. Donc, ils étaient en ligne et en présentiel. Donc, ceux de Suisse, de l'Espagne, de Bruxelles, donc la Belgique, ceux de l'Allemagne et de la France. Et c'était les mêmes questions. Mais on s'est rendu compte quand même que soit ils ne s'intéressent pas beaucoup à ce qui existe en termes d'opportunités ou n'ont pas vraiment les bonnes adresses pour y accéder. Et nous avons eu à leur expliquer et leur donner les informations par rapport aux changements qui ont été effectués quand, par exemple, le code minier a été revu et quand le code d'investissement a été aussi revu, beaucoup d'opportunités et de facilités
que ce soit par rapport à la fiscalité. Aujourd'hui, on sait qu'un jeune qui veut créer son entreprise, il suffit juste qu'il se présente à l'API pour qu'en moins de 72 heures, puisse avoir son entreprise. Et à ce niveau, nous avons des structures qui sont toujours représentées. L'ANPE, par rapport à nous, est un agent en permanence à l'API pour pouvoir aussi accompagner. Pour vous dire que, quelque part, ils ont raison, mais nous avons eu quand même à leur dire que la porte est grandement ouverte et toutes ces révolutions en termes de réformes effectuées par, n'est-ce pas, les hautes autorités de la transition, c'est aussi pour qu'ils puissent en profiter. Donc il suffit juste de ne pas rester et croiser les bras. Et nous les avons invités à venir nous accompagner dans ce que nous faisons, parce que nous savons que c'est vraiment des ressources immenses, mais je pense que beaucoup de difficultés sont liées soit à la non-maîtrise de tous ces mécanismes existants, mais nous avons pris note. D'accord. Quels sont, Madame le ministre, les leviers dont dispose aujourd'hui le département comme moyen d'action? Quelles sont les stratégies en vue pour renforcer l'écosystème au Mali? Avec la stratégie nationale qui existe déjà, nous comptons d'ici la fin d'année, Inch'Allah, organiser le salon international AES de l'entrepreneuriat. Donc c'est pour nous une occasion de non seulement leur partager toutes les opportunités que peut offrir cette stratégie, mais aussi créer une valeur ajoutée à ce qu'ils font en les rendant plus visibles, en travaillant aussi sur le réseautage, l'interconnexion, et il y aura des thématiques qui vont être débattues. Il y aura des résolutions qui vont être formulées, des recommandations aussi, et cela va nous, je crois, permettre d'avancer concrètement, sûrement, dans la mise en œuvre de cette stratégie nationale. D'accord. Madame le ministre, nous allons vous proposer à présent de suivre ce micro-trottoir qui nous donne un peu la perception qu'ont les Maliens de votre action. C'est une réalisation de nos collègues de l'ANCD. Ne yɛrɛ filɛ pâtisserie la bi mais fɛn minnu b'an bolo kɔrɔ yan ne yɛrɛ bolo transformer parce que ne bɛ je kɛ gâteau ye n bɛ bananku kɛ gâteau ye n bɛ an yɛrɛ ka yiridenw fɛn caman kɛ gâteau ye y'a dɔn o bɛɛ tɛ ko o bɔra tubabula ka na mais an yɛrɛ fɛ dɔn an ye mun dege an y'o de labaara ka an ka dumunifɛnw fɛnɛ k'o kɛ anw sagona dumuni ye kalanba kuntagalajanw an tɛ k'a nafaba ye jamana tɛ k'a nafaba ye mais nin formation ninnu kɔni ni ninnu lasabatira nin département fɛ ne ɲɛna a bɛ kɛ sababu ye jamana a bɔ nɔgɔ la a bɛ teliya ninnu na. Anw tilara kalan na an ma baara sɔrɔ kɔfɛ an taara centre Awa Keita kɛ centre Awa Keita y'an former kɔfɛ APJ de nana ni nin idée ka taa mets traditionnel kɛ APJ ni centre de y'an dege nin na ka sɔrɔ ka kiosque dayɛlɛ ka d'an ma o bɛ se ka ni ɲɔgɔnna caman kɛ k'a dayɛlɛ ka di jeunes ma minnu ma baara sɔrɔ bi bi in na ne bɛ furu la mais ne bɛ n ka denmisɛnninw ka dépenses kɛ ne yɛrɛ bɛ n ka fɛn bɛɛ kɛ bon ni an bɛ nin baara ninnu na an tɛ se ka sigi cɛ la an b'an ka besoin k'an yɛrɛ a bɛ jamana taa ɲɛ halisa kɔni ka dɔ fara cɛsiri kan. Entrepreneur yɛrɛ n'i ko k'a bɛ taa il faut que formation de ka kan ka kɛ mɔgɔw kun kosɛbɛ ya mɔgɔw ka dege baara la bon Mali kɔnɔ fɔlɔ a kun bɛ yen mais sisan a ko ka suma dɔɔnin quoi école yɛrɛ caman datugura ya bon sa u kan ka fɛɛrɛ de kɛ wa centre de formation de dayɛlɛ an bɛɛ taara lycée de fɛ an ye lycée kɛ sisan an bɛ ka mun kɛ tuguni an bɛɛ bɛ ka taa nin formation restauration ou bien soudure menuiserie an bɛɛ bɛ ka t'o de kɛ parce que an tun yɛrɛ ma an m'o kalan kɛ. Beaucoup de jeunes veulent entreprendre surtout dans les domaines de l'agro-pastoral, la transformation de nos produits en matières premières, tel que la société Bramso l'a fait. Mais les investissements de l'État restent peu par rapport à ce que les jeunes veulent. Ame kalanke, ame ban kalana, diplôme be so kono an yɛrɛ bɛ palon na baara tɛ yen fosi tɛ yen bon ni centre de formation tɛmɛna u bɛ se ka jeunesse caman former u bɛ k'u yɛrɛ ye u b'u yɛrɛ ta u bɛ se k'u ka
activité o kɛ u yɛrɛ ye. Gouvernement k'i ɲɛsin formation professionnelle ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka dɛmɛ yɛrɛ u ka kan ni dɛmɛ min yɛrɛ ye n b'a fɔ dɛmɛ tɔ ka jɛ dɛ u ka kan ni dɛmɛ min yɛrɛ ye k'o don u fɛ walasa an bɛ se ka laɲiniw bɛ se ka lasabati ko ɲuman jamana yɛrɛ bɛ se ka bɔ nɔgɔ la. An ekɔliw anw ka laɲini ye denmisɛnnin fɛn o fɛn bɛ bɔ anw fɛ yan u bɛɛ ka se ka donyɔrɔ sɔrɔ ka baara dɔ sɔrɔ ou bien ka stage fɔlɔ sɔrɔ ka se ka u ka kalan kɛlen bila en pratique. Alors, Madame le ministre, on reste toujours sur la question de l'entrepreneuriat. On sait que nous sommes à l'heure du numérique aujourd'hui qui peut offrir beaucoup d'opportunités, notamment aux jeunes. Est-ce que votre département s'y intéresse et quelles actions vous menez dans ce sens? Est-ce que vous encouragez les jeunes, par exemple, à s'intéresser au numérique qui pourrait être une alternative aussi au chômage? Nous touchons en réalité sur toutes ces questions. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous sommes, quand vous ne maîtrisez pas l'outil informatique, vous ne pouvez rien faire. Je crois que les moins nantis dans le monde aujourd'hui, ce sont ceux qui ne s'intéressent pas à l'informatique. Non seulement nous sommes dans une dynamique de digitalisation de notre système, nous allons lancer une grande plateforme au niveau de l'ANPE pour encore les permettre de s'inscrire en ligne, de pouvoir accéder aux opportunités, entre autres. Nous faisons la même chose avec la PEJ, qui déjà, au lancement du 14e contingent, avait présenté en salle ce qu'il offre par rapport à cela. Et nous sommes en train de travailler, c'est juste des prémices, voir comment est-ce qu'il faut avoir une plateforme qui centralise, n'est-ce pas, qui interconnecte toutes nos structures, du local au sommet. Ça va nous prendre encore un peu de temps, mais c'est aussi pour répondre à une exigence des plus hautes autorités qui souhaitent qu'aujourd'hui, à ce que nous partons beaucoup plus sur cette réforme qui est indispensable pour non seulement la traçabilité, n'est-ce pas, la compétitivité, mais aussi la facilité avec laquelle nous pourrons offrir nos services à nos concitoyens. Alors, Madame la ministre, nous sommes presque au terme de cet entretien. Nous allons vous proposer à présent de faire une petite projection certainement sur l'avenir dans les domaines dont vous avez la charge en termes de perspective. Qu'est-ce que l'avenir nous réserve? L'avenir nous réserve déjà beaucoup de réformes parce que, vu que je vous ai déjà parlé en même temps de quelques insuffisances que nous sommes en train de corriger en termes d'entrepreneuriat, d'emploi et de formation professionnelle, nous avons déjà entamé certains, donc nous allons continuer les réformes. Et avec la relecture du cadre organique de nos directions, n'est-ce pas, et nos services subrégionaux en termes d'emploi et de formation professionnelle, nous allons aussi continuer la digitalisation dont j'avais parlé, parce que pour nous, elle est essentielle. Nous allons aussi aller vers la relecture du stage de qualification pour essayer de voir qu'est-ce que nous devons améliorer parce que nous sommes interpellés en longueur de journée sur ces questions. Mais nous voulons aussi mettre beaucoup l'accent sur la recherche et aussi l'élaboration des référentiels qui font partie aussi des domaines sur lesquels nous intervenons à travers notre structure l'uniforme qui fait beaucoup de recherches, d'élaboration de référentiels pour les centres de formation professionnelle, pour les privés, les entreprises privées, etc.
aussi renforcer une autre de nos structures, parce que j'en parle en dernière position, parce que ce sont les moins connus sûrement. Les gens ne savent pas qu'on s'intéresse aussi à la recherche, n'est-ce pas, et à l'élaboration des référentiels, mais aussi la CEFORPA, la cellule aujourd'hui qui s'occupe de la formation, de l'insertion, n'est-ce pas, des jeunes sinon formés en langue arabe. Parce qu'on a constaté que cela aussi, le fait qu'ils ne maîtrisent que la langue arabe, soit ce sont des diplômés en arabe ou formés en arabe, ont 4 fois moins de chances d'accéder au marché de l'emploi. Donc cette structure s'occupe aussi de cela, et j'avoue que ce sont 2 structures qui, à cause de plusieurs événements, n'ont pas pu bien décoller à souhait. Donc nous sommes en train de les renforcer, et cela aussi va mériter non seulement notre implication personnelle, mais un regard plus orienté en termes de ressources de nos plus hautes autorités. Et pour terminer sur cette question, le président de la transition y accorde une importance capitale. Parce que nous avons à un moment élaboré d'ailleurs une formation destinée à ces jeunes formés en arabe, en photovoltaïque. Mais bon, vu tout ce que nous avons lancé comme projet, ce projet a pris un peu de recul, mais nous comptons le repositionner pour pouvoir aider aussi cette catégorie de jeunes qui fait partie aussi de nos responsabilités. Nous allons être très exigeants sur le suivi parce qu'il n'est pas seulement dit qu'il faut donner, former, donner des kits, donner des financements et tourner le dos, parce qu'on constate aussi qu'au moment de l'évaluation du bilan, beaucoup, puisqu'ils l'ont reçu et peut-être n'ont pas été suffisamment, l'accompagnement, le suivi n'a pas été rigoureux, sont passés à côté. Donc, nous allons investir, parce que c'est beaucoup de milliards, comme je viens de vous dire, et la plupart de ces milliards sont du budget national, avec l'accompagnement de nos partenaires qu'il faut vraiment m'autoriser à saluer. La coopération suisse qui investit énormément, les Pays-Bas qui nous accompagnent, l'Union européenne, l'OIM et le ONU Femmes dont j'avais parlé, la coopération allemande. Donc, entre autres, sûrement que j'en passe, mais pour vous dire que tous ces partenaires-là sont dans la dynamique du respect des 3 principes qui guident l'action publique, mais aussi croient en ce que nous faisons et croient en cette jeunesse et savent que la jeunesse, comme partout, est l'avenir d'un pays. Et pour pouvoir aussi booster l'économie, il faut passer par le renforcement de la formation professionnelle, des opportunités de création d'emplois, de l'entrepreneuriat national. Merci, Madame le ministre, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, Monsieur Yaya. Merci beaucoup, madame. À vous aussi. Merci. Merci, Sekou. Merci, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Malikoura Tassira revient demain, même heure, même antenne. Vous retrouverez Madame le ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la Formation professionnelle, cette fois-ci en langue nationale Bamanankan, un entretien conduit par Marc Koulibaly. Excellente soirée et bonne suite de programme sur le RTM. Malian. I support farmer for a good future. I'm a Malian old man. I support the farmer for a good retirement. I am a woman. I support farmer for the well-being of the family.